Mémoire d'Agrippine de Pierre Grimald. Avertissement. Agrippine la jeune, mère de Néron, avait laissé des mémoires. Tacite nous l'apprend. Ces mémoires ont depuis longtemps disparu. Leur titre fournit ici à l'auteur un prétexte à faire revivre l'un des personnages clés de l'histoire de Rome, de Tibère à Néron. Tous les faits évoqués sont authentiques et pourraient être accompagnés d'une référence. Ils sont fournis par Tacite, Suétone, Dion Cassius et quelques autres, ainsi que par divers documents épigraphiques. Quelques détails, destinés à évoquer les réalités de ce temps, ont été ajoutés, çà et là. Le hibou qui assiste à un entretien nocturne, par exemple, ou le spectateur qui, au cirque, a pris place à côté d'Agrippine, appartiennent à ces additions mineures. Mais les propos prêtés à Sénèque sont empruntés aux ouvrages qu'il a écrits. Ils appartiennent à sa pensée. La transcription en français des noms propres pourra sembler peu cohérente. On lira par exemple Sénèque, et non Sénéca, Néro, Messalina, au lieu de Néron ou Messaline. Certains personnages conservent donc leur nom antique, d'autres reçoivent celui qui nous est familier. Ce choix n'est pas indifférent, chaque nom rappelant des harmoniques inséparables de la tradition des historiens modernes. Messaline est, dans l'esprit de tous, celui d'une femme impudique. Messalina permet d'entrevoir ce que fut, en réalité, cette femme-enfant, abandonnée à elle-même, à tous les errements de l'adolescence. Néron est pour nous le nom d'un tyran monstrueux. Néro est celui d'un fils. Un parti pris rigoureusement logique eût masqué ses nuances et introduit des anachronismes incongrus. Prologue. Je commence à écrire ce qui doit être mon histoire et celle de ma famille, ce soir, à la fin du 3e jour des Jeux palatins, et mes yeux sont pleins d'horreur. Britannicus est mort. Il est mort ce soir même, pendant le dîner qui marquait la clôture des Jeux. Je l'ai vu, assis avec les autres jeunes gens et les femmes, tout près de moi. Il a demandé à boire. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il a porté une coupe à sa bouche, puis il l'a repoussée. Un serviteur, un nouveau que je ne connais pas, est accouru avec une aiguière, a versé de l'eau dans la coupe, et Britannicus, enfin, a bu. Alors aussitôt, tout son corps s'est raidi. J'ai cru qu'il voulait se lever, mais il n'a pas achevé son geste. Il est retombé sans force et déjà sans connaissance. Autour de lui, on faisait mine de s'empresser. Un regard de Néro, plus impérieux qu'un ordre, figea tout le monde sur place. 2 des serviteurs personnels de Britannicus s'avancèrent, et, avec l'assentiment du prince qui leur signifia d'un geste, ils emportèrent ce qui n'était plus qu'un cadavre. Personne n'osait parler. Néro, à la fin, rompit le silence, et rappela que son frère était sujet à des crises de haut mal, qu'alors il s'évanouissait, comme ce soir, mais qu'il ne tardait pas à revenir à lui. La même maladie, ajoutait-il, n'avait pas empêché son père Claude de vivre jusqu'à un âge assez avancé. Je vis alors son regard m'effleurer un court instant, et je compris. Je savais bien que Britannicus était mort. Néro n'avait jamais pensé que je puisse être dupe. Et il m'avertissait. L'allusion à la fin de Claude était claire. Britannicus avait été lui aussi empoisonné. Si moi, j'avais fait tuer le père, Néro n'avait-il pas le droit de faire disparaître le fils? L'enjeu était le même. Prendre ou garder le pouvoir. Cette toute-puissance qui avait appartenu à Claude, qui appartenait maintenant à Néro, et que moi, sa mère, à qui il le devait, je pouvais lui disputer. Le dîner s'est achevé comme si rien ne s'était passé. Je ne voulus pas avoir l'air de comprendre, mais il est probable que l'expression de mon visage m'avait trahi. J'avais eu aussi le tort de regarder Octavie, qui était présente, comme il convenait à l'épouse du prince. Elle était restée impassible,
sans trahir aucun sentiment. Mais elle avait elle aussi certainement compris. Nero avait vu mon regard. Avais-je, rien qu'en tournant les yeux vers elle, laissé paraître la crainte que j'éprouvais pour la fille de Claude? Octavie était un otage. Nero n'hésiterait pas à la faire disparaître, comme il l'avait fait pour son frère. Puis, je me demandais quel motif il aurait d'ajouter un crime à l'autre. Octavie n'était pas pour lui une menace. Elle était au contraire l'une des raisons qui faisaient de lui un empereur légitime, fils et gendre de Claude. Non, Octavie lui était trop précieuse pour qu'il la sacrifie. À moins que... Mais je n'osais aller plus loin dans ces horribles calculs. La vérité pourtant s'imposait. J'avais voulu dire, à moins qu'une autre passion que celle du pouvoir ne vienne à s'emparer de lui. Ce serait à moi d'y veiller. Mais moi-même, combien de temps pourrais-je le faire? Il y avait bien des années que je me savais condamnée à mourir par lui. Comment oublier le jour où Balbillus, le fils de Thrasyle, qui n'était pas moins bon astrologue que son père, m'avait lancé par défi que Néro régnerait et qu'il tuerait sa mère. Je lui avais répondu sans hésiter qu'il me tue pourvu qu'il règne. Le moment était peut-être proche où la seconde moitié de la prédiction s'accomplirait. Dans la litière qui me ramenait dans ma maison, je m'interrogeais. Étais-je vraiment aussi résignée que j'avais voulu le paraître, il y a plus de 20 ans? Étais-je prête à mourir? Mais n'y avait-il pas d'autre issue? Peut-être les destins ne sont-ils pas inéluctables? Peut-être sommes-nous malhabiles à les interpréter. Les oracles les plus évidents en apparence laissent place à des échappatoires. Arrivé chez moi, et quand les servantes eurent terminé les 1000 soins qui accompagnent toujours mon coucher, je pris la résolution de commencer ces mémoires. J'ai trop de souvenirs. Je connais trop de secrets pour laisser tout cela périr. Et puis, je veux me justifier, dire ma vérité, rendre justice à ceux qui m'ont entouré ou dont l'image a accompagné toute mon existence, entendre de nouveau leur voix. Je sais que certains ont fait naître des haines violentes et que l'on n'est pas tendre, à Rome, pour leurs souvenirs. Mais qu'ai-je à faire de ce que pensent les autres, ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais connu ces violences de l'âme, inséparables de ce que nous sommes, nous, à qui les dieux donnent en partage de régner. De tels enivrements peuvent bien être achetés au prix de la mort. Livre 1. Le temps de mon père. Je n'étais pas venue au monde, et déjà l'espoir que j'étais se trouvait au centre d'un drame. Je dois de le savoir à ce que m'a conté ma mère, alors que j'avais 10 ans. Nous nous trouvions ce jour-là dans notre maison du Palatin, toute proche de la demeure impériale. Mais ce n'est pas vers elle que portaient nos regards. C'était vers l'autre rive du Tibre, celle que mon oncle Claude s'obstinait à appeler la rive étrusque. Il devait un jour m'en dire la raison, au cours d'une conversation mémorable que nous eûmes loin de Rome et que je rapporterai en son temps. Ma mère était lasse, ses traits étaient tirés. Elle qui d'ordinaire était pleine d'énergie restait, ce jour-là, à demi couchée sur un lit de repos, dans une salle haute de la maison. Elle laissait son regard errer sur les pins du Janicule et les frondaisons des jardins qui descendent la pente de la colline jusqu'à la rive du fleuve. Nous étions en hiver, à peine au début du printemps. Des nuages venant du couchant obscurcissaient le jour, mais je savais que la couleur du ciel et le temps qu'il faisait n'auraient pas suffi à abattre ainsi le courage de ma mère, à assombrir son humeur. Étaient-ce les nouvelles que j'avais entendues le matin, le procès que l'on avait fait au Sénat à un homme que nous connaissions bien, ce Cordus, dont la fille devait devenir, plus tard, l'une de nos amies? Je ne savais pas au juste de quoi Cordus était accusé. Je savais seulement que le Sénat l'avait condamné. Après être restée longtemps silencieuse, ma mère me fit venir près d'elle. Elle me prit la main et me dit « Comme je souhaiterais, ma fille,
que tu ne connaisses jamais des jours comme ceux que je vis maintenant. Ces jours de solitude, dans cette maison désolée et tant de souvenirs. C'est tout ce qui me reste. Ils me reviennent parfois, comme des nuées d'oiseaux qui volent au-dessus de ma tête et me cachent le ciel. Comme j'aimerais me les rappeler, avec celui qui les aurait partagés. Veux-tu m'aider à faire qu'ils ne soient plus pour moi d'horribles cauchemars ? Je ne comprenais pas très bien ce que voulait dire ma mère, mais je sentais que le passé était, ce jour-là, trop lourd pour qu'elle pût en supporter seule le poids. Alors je me blottis contre elle, et tandis que les nuages continuaient leur course, il me sembla qu'ils devenaient moins menaçants, qu'ils annonçaient peut-être non la neige de l'hiver, mais les ondées vivifiantes du printemps. Tu te rappelles peut-être, dit ma mère, que nous étions en Gaule, ton père et moi, lorsque mourut le dieu Auguste. Il avait reçu le commandement de toutes les légions de Gaule et de Germanie. Ce commandement, il ne l'exerçait pas directement, et comme il n'avait pas à partir en opération, je l'avais accompagné. Son travail était plus celui d'un administrateur civil que d'un soldat. Il consistait à établir le cens des Gaules, tu sais, dresser la liste des propriétaires avec le chiffre de leurs revenus pour répartir l'impôt. Je n'écoutais plus ma mère que d'une oreille. Quoi ? Ce héros, dont j'apercevais, conservé pieusement dans cette chambre, la couronne de laurier qu'il avait portée lors de son triomphe, ce général magnifique que j'avais entrevu ce jour-là dans toute sa gloire, il avait consacré des mois et des mois à jouer ce rôle d'intendant. Chez nous, de telles occupations étaient celles de nos affranchis. Mon attention s'était un peu relâchée, tandis que ma mère continuait de parler. Alors brusquement, on apprit qu'Auguste était mort, et, dans certaines garnisons, les soldats se mutinèrent. Naturellement, c'était une lourde faute, un crime. Ils manquaient à leur serment. Je m'indignai, je le dis à Germanicus, qui, sans leur donner raison, se fit devant moi et dans le secret de notre demeure, au quartier général, jusqu'à un certain point, leur avocat. Ma mère s'arrêta de parler. Elle revivait la scène, elle retrouvait les mots du discours, avec une sorte de joie qui mettait sur son visage l'animation qui en était absente un instant plus tôt. Et j'étais plus intéressée et émue par cette métamorphose, dont je comprenais qu'elle était due à l'amour qu'elle n'avait jamais cessé de porter à son mari, que par les mots qui avaient été ceux de mon père. Certes, disait Germanicus, ils sont impardonnables, mais beaucoup d'entre eux servent depuis 30 ans, et rien ne leur permet d'entrevoir qu'un jour, ils redeviendront des hommes libres. Leur seule perspective est de mourir sous les armes, dans des camps où, tu le sais comme moi, la discipline est dure, où ils ne trouvent aucun des agréments de la vie. Auguste vient de mourir, c'était leur chef, leur impérator. Certains l'avaient connu autrefois. Mais, depuis longtemps, ce n'était plus qu'un nom. On ne pouvait espérer qu'il vienne se présenter à eux. Il avait plus de 75 ans. C'était pourtant à lui qu'ils étaient liés, à lui qu'ils avaient prêté serment. Tout cela m'ennuyait un peu. Je me demandais vaguement pourquoi le fait d'avoir prononcé, un jour, certaines paroles à l'adresse d'un homme devenait un lien que plus rien ne pouvait rompre. Même la mort ? Mais laquelle ? Celle du soldat ou celle de l'impérator ? Est-ce qu'il en allait de même dans les rapports entre les hommes et les femmes ? Le serment du mariage était-il aussi sacré que celui du légionnaire à son chef ? La fidélité que ma mère gardait au souvenir de son mari me laissait soupçonner que, parfois au moins, il pouvait en être ainsi. Dans ma rêverie, les paroles de ma mère continuaient de me parvenir. Auguste mort, on leur disait que Tiberius César était désormais leur impérator. Lui aussi, beaucoup le connaissaient. Il le savait brave au combat et bon général. Mais quoi ? Lui aussi était vieux. À plus de 56 ans, à un âge où depuis longtemps un citoyen n'est plus convoqué pour la levée, comment pourrait-il être ce compagnon d'armes qu'il souhaitait ? Depuis longtemps, il ne quittait plus la ville.
Chaque fois qu'il annonçait son intention de se rendre aux armées, ils se dérobaient lorsqu'était venu le moment de le faire. Ils avaient besoin d'un chef qui saurait les entendre, et, de ses yeux, serait témoin de leurs mots. Ah, certes, Germanicus savait bien comprendre ces hommes. Il était conscient de la fascination qu'il exerçait sur eux. Il le devait, tu sais, autant à son prestige personnel qu'au souvenir de son père, Drusus, que les légions n'avaient jamais oublié. Et puis, il y avait aussi en lui quelque chose de son grand-père, Antoine, qui, pendant quelques années, avait eu un destin royal. Je compris, tant bien que mal, que les soldats avaient proposé à mon père de le faire empereur, sans que les raisons m'en fussent tout à fait claires. Emportée par ces souvenirs, ma mère me raconta ensuite comment Germanicus avait imaginé une issue à la situation dans laquelle ils étaient placés l'un et l'autre. « Comme tu le sais, disait-elle, je me trouvais au camp pendant ces jours difficiles. J'étais là, avec ton frère Gaius, et j'attendais ta naissance. Tu devais être mon 5e enfant. On prend ordinairement tant de précautions en pareilles circonstances. N'était-il pas dangereux que je reste, moi, au milieu de soldats mutinés ? Ces soldats, Germanicus savait qu'ils nous aimaient bien. Ils avaient une tendresse particulière pour Gaius. Ils l'avaient surnommé « Petite Botte », tant ils étaient fiers de le voir habillé comme eux. Tout cela tendait à me rassurer. Germanicus me fit observer qu'un accident demeurait possible, que, aussi populaire fût-il lui-même, ce sentiment pouvait ne pas être partagé par tous. Il me rappela comment il en avait eu un exemple juste avant son arrivée dans le camp de Cologne. Lorsque les soldats lui avaient offert de le proclamer empereur, lui qui connaissait bien Tibère et savait en outre le danger que cela pouvait représenter pour l'État, 2 empereurs en même temps, c'était le risque d'une guerre civile. Il avait fait mine de se suicider, préférant la mort à la pensée même d'une trahison. Il avait tiré son épée et laissé, sans trop se faire prier, les amis qui l'entouraient retenir son bras. La plupart des soldats présents avaient applaudi. Il y en eut pourtant un qui osa s'approcher et tendre à Germanicus une épée nue en lui disant qu'elle était mieux aiguisée que la sienne. Germanicus, en racontant la scène, avait ajouté un mot qui me frappa et dont j'appris au cours de ma vie à comprendre la vérité. Une armée, avait-il dit, n'a qu'une âme lorsqu'on la lui impose. C'est à cela que sert la discipline. En temps de rébellion, les âmes redeviennent elles-mêmes ce qu'elles sont. Et alors, tout est possible. Tu vois, dit ma mère, il fallait être prudent, et ce fut le prétexte qu'il prit pour amener le drame au dénouement qu'il souhaitait, et qui convenait. En apparence, la plupart des unités étaient rentrées dans le devoir. Il feignit pourtant de penser que ce calme pouvait être trompeur, et qu'il était prudent de me mettre en sûreté, ainsi que Gaius et toi-même, toi qui n'étais pas encore né. Il organisa toute une mise en scène. Un cortège de voitures nous emmènerait, moi, accompagné de Gaius, ainsi que les femmes et les enfants des autres officiers supérieurs qui formaient son état-major. N'étant pas absolument sûr que ce n'était qu'une comédie, tu imagines que je protestais. Tu me connais assez pour savoir à quel point je déteste toute lâcheté, et même son apparence. J'étais sincère, et cela me permit de donner le spectacle d'une scène de supplication, moi me refusant à quitter Germanicus, et lui m'y contraignant par de tendres arguments. Naturellement, cette scène attira peu à peu des spectateurs. Lorsque je finis par céder, et que la file des voitures partit de la place centrale du camp pour se diriger vers la porte principale, une foule de soldats l'accompagnait. Tout cela était pathétique à souhait. On avait répandu le bruit que nous allions nous mettre à l'abri chez les Trévires. Tu sais, ce peuple gaulois qui nous est si fidèle. À l'idée que nous serions plus en sécurité chez des Gaulois que dans le camp des légions, les soldats devinrent à la fois indignés, désolés et furieux. Ils voulurent retenir les voitures. Ton père en profita pour leur tenir un discours fort habile, où je reconnus, çà et là, le souvenir des grands orateurs du passé. La conclusion en fut que moi, je ne resterais pas au camp.
La saison était trop avancée et tu n'allais pas tarder à naître. Mais eux-mêmes, qui cherchaient à me retenir, pourquoi ne prouvaient-ils pas d'une manière éclatante qu'ils étaient rentrés dans le devoir? Ils le pouvaient, en mettant à mort par surprise les coupables de la rébellion. Voilà, conclut ma mère, dans quelles circonstances, ma fille, tu es venue au jour, au milieu des dangers et semblable à un personnage de tragédie. J'écoutais tout cela avec un peu d'ennui, comme le récit des choses lointaines, auxquelles se complaisent, inexplicablement, les grandes personnes, qui leur attachent un intérêt qu'elles essaient vainement de faire partager à de jeunes auditeurs. J'en retenais toutefois que le destin avait fait de moi, avant même le début de ma vie, une héroïne de tragédie. Une reine, évidemment. À part les reines, il n'y a dans les tragédies que des nourrices, des confidentes. Je ne pouvais être ni les unes ni les autres. Donc, j'étais appelée à être reine. Lorsque le soir tomba, une lumière plus claire parut sur le janicule, accompagnant le coucher du soleil. Ma mère s'était assoupie, et je restais seule, à réfléchir en essayant de me rappeler ce qu'elle avait dit. Je n'étais pas sûre d'avoir tout compris. Les mots, certes, j'étais capable de les répéter. Ils étaient gravés dans ma mémoire, et je peux aujourd'hui les retrouver, après 30 années. Mais leur sens ne m'apparaissait pas clairement. Ils m'avaient laissé 2 ou 3 impressions. D'abord, l'importance des soldats dans la vie de l'État, le pouvoir qu'ils avaient de faire ou de défaire les empereurs, selon qu'ils s'attachaient à celui-ci ou celui-là. Je comprenais aussi que ce pouvoir reposait sur le droit, qui leur était reconnu, de donner la mort. Et puis, ma rêverie se reportait sur la personne de mon père, dont je n'avais que des images confuses, mais combien exaltantes. Celle du triomphateur, sur le char qui le conduisait au Capitole, faire hommage de sa victoire à Jupiter, très bon, très grand. J'étais, moi aussi, sur le char, avec mes 3 frères aînés, et ma sœur Drusilla, toute petite. Elle n'avait pas encore 6 mois. J'étais très fière d'être plus grande qu'elle. J'avais 2 ans et demi. Le triomphe de mon père. Encore un de mes très grands souvenirs. Celui que j'aimais à me rappeler, avec tous les détails que je pouvais retrouver le soir, pendant que je m'endormais. Les cris de la foule, le pas des soldats sur les dalles de la voie sacrée, les prisonniers germains qui précédaient le cortège des vainqueurs, et les images, peintes sur de grandes pancartes, des pays que nos légions avaient conquis, des montagnes, des fleuves, celui où j'étais née et qui prenait pour moi figure de légende. Et puis, il y avait Germanicus lui-même, grand, magnifique, dominant toute la scène. Je l'avais si peu connu, si peu de temps. La chambre était maintenant pleine d'ombre. Ma mère restait silencieuse, mais ses lèvres remuaient. À quoi rêvait-elle? Au passé qu'elle avait vécu? À l'avenir qui l'attendait et dont j'avais compris qu'elle le redoutait? Les dernières lueurs du jour me permettaient encore de distinguer, sur les murs de la chambre, des images que, je le savais, mon père y avait fait peindre, bien avant de connaître l'Égypte où il n'avait pu s'empêcher d'aller la dernière année de sa vie. Il y avait là des figures étranges, qui me faisaient un peu peur. Un serviteur, appelé Psamoutis, qui était revenu de là-bas avec ma mère, m'avait appris leur nom et des choses étranges à leur sujet. Tu vois, m'avait-il dit, cette déesse debout qui porte un croissant de lune sur la tête? Tu vois sa longue robe blanche et son manteau bleu? C'est Isis, la reine. Elle vient de rendre la vie à Osiris, son mari, qui était mort. Je repensais à celle qui avait le pouvoir de ranimer les morts, et je me demandais si ma mère n'avait jamais essayé de se persuader que la grâce d'Isis lui rendrait, un jour, celui qu'elle avait perdu.